Bonjour Monsieur Hardid, Bonjour. bonjour. Alors donc vous êtes journaliste d'investigation reconnu pour vos enquêtes approfondies sur des sujets sensibles et vous avez travaillé pour des médias comme Nice Matin et même Complément d'enquête. Alors Oui. je vais commencer par une question. Quel livre vous nous présentez aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vous présente ce livre qui s'appelle La fabrique du malheur. Alors, scandale au cœur de l'aide sociale à l'enfance, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le fruit de 2 ans d'enquête très profonde partout en France sur toutes les formes de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que je suis parti de la mort d'un gamin de 7 ans qui s'appelle Malakai. En polynésien, ça veut dire petit ange, qui a été tué par son beau-père, par le compagnon de sa mère, alors que l'enfant était suivi par l'aide sociale à l'enfance depuis plusieurs années, par des éducateurs, par des assistantes sociales, même par un juge pour enfants. Et je me suis dit, mais comment l'aide sociale à l'enfance a pu ne pas sauver un gamin de 7 ans dont on savait qu'il était frappé régulièrement par son beau-père et que ça pouvait se faire avec une forme de silence un peu complice de sa mère qui était sous l'emprise de son compagnon. Et donc à partir de là, j'ai récupéré le dossier parce que je me suis dit, il faut que je comprenne pourquoi un enfant meurt alors qu'il était suivi par plein de gens et qu'on aurait dû au moins l'exfiltrer du milieu toxique dans lequel il était et le placer dans une famille d'accueil. Et ça a été le point de départ. Et après, j'ai essayé de comprendre pourquoi d'autres enfants mouraient régulièrement sous les coups de leurs parents. Et je suis remonté très loin en arrière en 2009, où il y a une histoire qui a été très célèbre, parce qu'elle a été ultra médiatisée. C'est l'histoire de la petite Marina, une gamine de 9 ans, qui elle a été tuée par son père et par sa mère. Et ses parents changeaient de département régulièrement. Parce qu'ils étaient soupçonnés de maltraitance sur leur propre fille. Alors c'est même pas de la maltraitance, c'était des coups, des blessures, il la placardisait, c'est-à-dire il l'enfermait dans un placard, il la faisait manger dans une gamelle comme un chien. Et cette gamine, c'est incroyable, je suis parti dans la Sarthe où elle est morte sous les coups de ses parents pour rencontrer des responsables d'associations qui avaient traité cette affaire et je leur ai dit mais comment là aussi l'aide sociale à l'enfance alors que la gamine il y avait eu des signalements de la crèche, de l'école maternelle, de l'école primaire. Il y avait eu des signalements des voisins comme quoi cet enfant était gravement menacé. Comment on a pu ne pas sauver cet enfant? Et donc, de fil en aiguille, j'ai essayé ensuite de comprendre pourquoi des jeunes filles se suicidaient de ce qu'on appelle des hébergements sociaux de l'aide sociale à l'enfance. Donc, je suis allé à Clermont-Ferrand pour voir les éducatrices de cette jeune fille qui avait 15 ans. Alors, au départ, personne ne veut me parler. Mais j'ai appris, de par mon expérience, à envoyer spécial, à complément d'enquête. J'ai travaillé pour spécial investigation pour Canal. On m'a toujours appris de ne jamais rien lâcher. C'est-à-dire que moi, si on me ferme la porte, je rentre par la fenêtre. Si on me ferme la fenêtre, je rentre par la cheminée. Et là, en l'occurrence, quand j'essayais de comprendre la mort de Lily, j'ai voulu voir les éducatrices qui étaient les dernières personnes à l'avoir accompagnée. Et c'est ce que je raconte dans mon livre. Les éducatrices s'effondrent en larmes en disant mais on a raté Lily. On aurait pu la sauver, elle avait besoin d'amour, mais c'était une jeune fille qui était très très compliquée. Et au final, donc ils l'ont placée dans ce qu'on appelle un hébergement social, c'est un hôtel qui dépend de la ZEU, où elle s'est pendue dans sa salle de bain. Et j'ai voulu voir la chambre dans laquelle elle s'était pendue. J'ai rencontré le directeur de l'hôtel. Et en fait, je me suis rendu compte que cette gamine, elle avait été abandonnée par son père, par sa mère, qu'elle était sous l'emprise d'un proxénète, qui la faisait se prostituer, la faisait se droguer. Et quelques jours avant sa mort, ce proxénète l'a insultée par message, l'a traité de tous les noms d'oiseaux, lui a dit « je te quitte, salope, tu vas mourir », etc. Et elle est rentrée à l'hôtel et 2 heures plus tard, elle se suicidait. Et j'ai raconté le parcours de cette jeune fille qui aurait dû et qui aurait pu être sauvé au moins 10 fois et qu'on a laissé quasi abandonné. Bon, après, j'ai continué mon périple. Je suis allé à Toulouse, je suis allé à Pierrefonds, dans l'Oise, pour essayer de comprendre pourquoi une gamine, Méline, 11 ans, 12 ans, s'était suicidée dans un foyer, alors qu'on savait, tout le monde savait, notamment à la ZEU, qu'elle était harcelée, qu'elle voulait retrouver sa mère, mais que sa mère avait des problèmes financiers, et que donc la ZEU préférait la laisser dans un foyer où elle était malheureuse, quoi. Bon voilà, donc je raconte tout ça et encore bien d'autres histoires parce que plus je tirais le fil, plus j'avançais dans l'enquête et plus les gens me parlaient et plus les gens me disaient mais il y a telle histoire à tel endroit, à Marseille, il y a une gamine de 14 ans qui s'est suicidée en se jetant d'un pont
alors qu'elle était suivie par l'ASE et qu'elle avait dit à l'ASE, si vous ne m'aidez pas, je vais mourir. Et elle est morte. Et donc, ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce livre-là qui est sorti il y a 1 mois et demi et qui suscite depuis sa publication des centaines de témoignages. Là, mon portable, je vous jure, quand je l'ouvre le matin, j'ai la boule au ventre parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais découvrir ? J'ai des travailleurs sociaux, des éducateurs, éducatrices, des puéricultrices, d'assistantes sociales qui m'écrivent en disant « Soyez notre porte-parole, nous on ne peut pas parler, on a un devoir de réserve, on risque d'être licenciés ». Je reçois des messages de mamans qu'on appelle des mamans désenfantées qui me disent on nous a retiré, on m'a retiré mon fils, ma fille, c'est illégitime, c'est presque illégal, qui me disent au secours, aidez-moi, je vais me suicider. Enfin donc vous vous dites, mais le problème c'est que moi je réponds à tout le monde. J'ai des centaines de messages, je réponds à tout le monde. Je passe des heures et des heures à répondre, mais je dis aussi que je suis journaliste, j'enquête. Je ne suis pas juge, je ne suis pas flic, je ne suis pas Zorro, je ne suis pas magicien. Je peux révéler des choses, mais je ne peux pas aller voir des mamans, aller voir des juges en leur disant ce que vous faites c'est dégueulasse. C'est pas possible, c'est pas mon métier. Et comment vous faites pour sélectionner, parce que je suppose que vous avez quand même pas mis tous les témoignages dans ce livre. J'ai mis les témoignages qui étaient les plus révélateurs des dysfonctionnements de l'ASE. Et ce qui m'intéressait, c'était à la fois d'interviewer des travailleurs sociaux qui m'ont raconté leur malaise, leur burn-out, parfois même leur envie d'en finir avec la vie. J'ai fait l'interview d'une puéricultrice qui avait 35 ans, une femme qui avait la vocation de s'occuper des enfants, des bébés dans des pouponnières, et qui disait « Vous ne pouvez pas imaginer l'état des pouponnières aujourd'hui en France ». Donc je me suis dit, en parlant avec une puéricultrice, on va parler de l'état des pouponnières. En parlant avec un éducateur, on va parler du manque absolument délirant d'éducateurs dans les foyers. Il manque dans tous les foyers en France, il manque des milliers d'éducateurs, ce qui fait que les gamins qui sont dans les foyers sont quasiment parfois livrés à eux-mêmes. J'ai interrogé des assistantes sociales qui voient tellement de malheurs et de maltraitance qu'elles ont préféré, une assistante sociale a préféré devenir secrétaire de l'ASE plutôt que d'être confrontée, c'est-à-dire de régresser dans son pauvre métier. Je suis allé voir Lily pour raconter pourquoi j'ai choisi, pourquoi il y a des gamins encore aujourd'hui, bien que la loi l'interdise, on ne peut pas placer des enfants de moins de 15 ans dans un hébergement social. Et pourtant, on continue de placer des enfants parce qu'il n'y a plus de place dans les foyers et il n'y a plus de place dans les familles d'accueil. Je suis allé voir aussi des gens, des cadres de l'aide sociale à l'enfance qui m'ont parlé en disant l'aide sociale à l'enfance, il y a 20 ans, 30 ans, marchait à peu près bien. Aujourd'hui, ça ne marche plus parce que il y a de plus en plus de violences intrafamiliales, il y a de plus en plus de signalements, il y a de moins en moins d'éducateurs, il y a de moins en moins de familles d'accueil, il y a de moins en moins de puéricultrices. Et donc, vous avez d'un côté un tsunami de gamins qui sont maltraités, qui sont souvent difficiles à gérer. Et puis, vous avez en face des moyens qui se cassent la gueule. Et donc, c'est comme l'hôpital public. Quand il y a eu le Covid, on s'est rendu compte qu'on manquait d'infirmières, de médecins, d'urgentistes, de brancardiers, d'aides-soignants. Et bien là, aujourd'hui, dans l'aide sociale en France, on manque de tout ça.